Donc vous rajoutez le protectionnisme, pénurie de bois, pénurie de pétrole, et donc tous les endroits où vous avez des goulots d'étranglement vont connaître des hausses fulgurantes. Mais grâce à Dieu, la Réserve fédérale connaît son métier, et elle est sortie tous ces endroits-là de l'indice des prix. Donc elle vous dit, mais qu'est-ce que vous avez vous énerver? L'inflation qui est à 1,5%. Quelle inflation? Quelle inflation? Sauf que le pétrole a été multiplié par 7, le bois par 5, le cuivre par 3. Et donc vous êtes en train Donc de le danger inflationniste vient des matières premières. Bien de tous les endroits où il va y avoir des goulots d'étranglement. Alors, j'avais une question à vous poser parce que l'inflation fait causer beaucoup de gens et on se demande si elle va revenir, si elle va pas revenir. C'est déjà un sujet. Mais aujourd'hui, en se disant, admettons que l'inflation revienne. Et je dirais même pas l'inflation, je dirais l'inflationnisme. C'est-à-dire que l'inflation réaugmente tout doucement. Tout doucement. Dans le temps, comme on l'a fait depuis 1980-2020, c'était la désinflation. Oui. Et puis là, on rejoue le match, hop, inflation. Pour tout un tas de raisons dont on a parlé ou on parlera, ça dépend comment je publie ça avec Didier, sur les travaux qu'on fait ici. Donc voilà, admettons, voilà, on est en inflation. Qu'est-ce que ça change dans la construction de portefeuille? Parce qu'on n'est plus dans des désinflations de croissance ou des récessions de désinflation, on est dans les autres parties du cadran de GAFCAL. Inflation, voilà, croissance inflationniste ou récession inflationniste. Eh ben ça change tout. Eh ben ça change tout. On a fait des travaux ici, et là aussi, par exemple, JP Morgan, qui est la plus grosse banque du monde, a reçu ce papier qu'on a écrit avec Didier, et ils nous ont appelés dans la seconde qui suivait. Quoi. Ah, on peut le dire? On peut le dire. On peut le dire, ils nous ont appelés. Michael Clemente, qui est donc le patron de la gestion de JP Morgan. Sell & Best? Pardon? Sell & Best, il s'appelle? Sell & Best, oui. Sell & Best, ouais. Michael et je signale à nos lecteurs qu'ils devraient se précipiter pour avoir leur compte géré par JP Morgan, parce qu'en dessous de 100 millions, ils vous ouvrent pas la porte. Vous voyez, ah oui, ça, c'est... Oui. Oui, donc c'est quand même... pas le même monde. C'est un monde qui voilà. vole à des altitudes différentes. Et qu'est-ce qu'on a montré avec Didier? C'est-à-dire que vous faites d'abord, vous définissez une règle. Est-ce que l'inflation est en train de monter ou est-ce qu'elle est en train de baisser? Presque structurellement. Donc, vous faites un calcul mathématique, vous comparez la pente de l'inflation à 1 an sur la pente de l'inflation à 7 ans, et ça vous permet, depuis 1878 aux États-Unis, de casser l'univers financier entre inflation en train de monter ou inflation en train de baisser. Vous voyez, donc. Et c'est à peu près moitié-moitié. Ouais, c'est à peu près 50-50. C'est vraiment cyclique, c'est oscillatoire. C'est oscillatoire, il peut y avoir une tendance plus longue, mais en fait c'est oscillatoire. Et ben ce qu'on a trouvé avec une grande stupéfaction, c'est quand l'inflation accélère, vous gagnez jamais d'argent en bourse. Et quand l'inflation décélère, c'est là où toutes les hausses se passent. Tout le monde est un génie. Tout le monde est un génie. Or, d'après nos calculs, on est en train de passer d'une période où l'inflation baissait à une période où l'inflation monte. Pour l'instant, on est à peu près certain qu'elle va monter pour les 3 ou 6 mois qui viennent, mais elle va rebaisser derrière, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les calculs, il y a des effets d'écho. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait beaucoup baissé l'an dernier pendant la crise, qu'elle remonte maintenant. Qu'elle remonte maintenant. Donc il y a cet effet d'écho, mais on va voir si l'inflation aux États-Unis reste au-dessus de 2,5%, on est à peu près certain qu'on rentre dans une période où ça repart à la hausse. Et donc à ce moment-là, les multiples cours bénéfices s'écroulent. Parce que l'inflation qui monte, ça veut dire que vous êtes obligé de réduire la duration de vos placements. Vous ne pouvez plus penser que vous allez, on est dans un monde stable. Parce que l'inflation dévore l'avenir. Voilà. L'inflation, c'est une très bonne formule. L'inflation dévore l'avenir. Raccourci comme ça, paf. Et à ce moment-là, moi j'ai commencé ma carrière dans une période inflationniste, dans les années 70 jusqu'en 80. La fin de la période inflationniste qui a commencé en 50. En 50. Oui, qui a été une belle accélération. Et à ce moment-là, il se passe. C'est horriblement difficile de gérer son épargne. Autant c'est facile dans une période où l'inflation baisse,
Vous achetez des obligations longues pour attraper la duration, et vous achetez des actions à duration très longue comme les valeurs de croissance. Vous partez à la plage et vous vous emmerdez plus, ça marche très bien. Et ça marche même en déflation. Quand on est désinflationniste jusqu'à aller en déflation. En déflation, ça commence à... Si la déflation reste à -1, -1,5, ça va. Mais si vous passez à -5, -10, ça commence à douiller. Quoi. Donc, si vous voulez, il faut pas... L'inflation, les prix qui baissent, c'est bien. Jusqu'à 0. Ouais. Jusqu'à -1. Allez, jusqu'à -1, vous faites pas si ça baisse de plus de -1, alors c'est plus la même chose. C'est pas la même chose, c'est les années 30. Vous en prenez plein la gueule, quoi. Bon. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, le cash redevient un actif. Parce que dans une période où l'inflation baisse, le cash sert à rien. Vous devez avoir des obligations, donc des actions de croissance, puis le cash, ça sert à rien. Mais là, le cash fait mieux que les actions. On se le fait manger, le cash, quand c'est inflationniste. Ben, ça dépend dans quelle monnaie vous mettez. Oui, donc les devises. Les devises, c'est-à-dire que vous devez refaire très attention. On change de pays, quoi. On change de pays. On ne garde pas son cash dans la même chose. On se couvre de l'inflation en mettant sa monnaie dans un pays avec une inflation plus petite. Voilà. C'est-à-dire, c'est la théorie du parachute. Vous savez, toutes les monnaies se pètent la gueule, mais il y en a qui ont des gros parachutes qui se pètent la gueule plus lentement que les autres et elles donnent l'impression de monter. Ah oui, remonter, mais c'est souvent le franc suisse, d'ailleurs. Bon, donc ça, le cash redevient un truc. Il faut être très agile. C'est-à-dire que dans une période de désinflation, vous mettez 60-40 ou 50-50, et vous allez à la plage tranquille, voyez, je veux dire, vous n'avez rien à faire. Tandis que là, il faut quand même surveiller son portefeuille comme du lait sur le feu, parce que c'est dans les périodes d'inflation que vous avez tout ce que j'appelle les Ursus Magnus. Là où les actions perdent 50% d'un seul coup. On a fait une vidéo sur les Ursus Magnus, c'est les grosses crises qui vous font boiter pour 4 ans, quoi. Ben, pour 4 ans, facile, hein. Ça peut être plus long. Par exemple, le Ursus Magnus au Japon, ils l'ont eu depuis 1989, et ils commencent à en sortir maintenant, donc, c'est long. Ils s'en souviennent. Voilà. Et puis surtout, ça vous laisse un marché qui n'intéresse plus personne. Après un Ursus Magnus, si vous voulez, les émissions sur la bourse à la télévision, il y a 2 gars qui les regardent. Et encore, il y en a un des 2 qui se rend pas compte que c'est une émission sur la bourse. Bon. Et donc c'est vraiment terrifiant. Donc il faut être extrêmement agile. Et là, il faut se placer dans une perspective. Si à la fin de la période inflationniste, en termes réels, j'ai ce que j'avais au début, j'ai drôlement bien bossé. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que c'est là où le capitalisme, quelque part, nettoie les fausses valeurs qui ont été créées pendant un grand moment. Je crois qu'on rentre dans une de ces périodes. Donc, Et alors, comment on fait avec le portefeuille, du coup? Ça veut dire que si c'est plus les obligations, est-ce que c'est l'or? Alors, par exemple, dans les années 70, vous avez l'or qui a cartonné, bien sûr. Il est passé de 30 à 800, ce qui était bien. Avant de se péter la gueule quand Volcker est arrivé. Donc, vous vous mettez en or, et si vous vous mettiez en obligation très longue en francs suisses ou en Deutschmark, parce que les 2 pays disaient, moi, j'en ai rien à foutre de votre politique inflationniste, je le ferai pas. Donc les taux d'intérêt étaient très hauts, et quand on est arrivé à la période de désinflation, c'est dans ces pays-là que vous avez gagné le plus. Quelque part, ce que j'essaye de dire à tous nos clients, c'est que si la Bank of China, la Banque centrale de Chine, a un modèle, c'est la Bundesbank, d'il y a 30 ans. Donc c'est aussi une des raisons qui m'amène, c'est un petit varan qui est attaché aux obligations chinoises. Vous avez un petit varan là, si d'un seul coup, l'inflation devient très mauvaise dans le monde, elle sera peut-être la moins mauvaise en Chine. Donc vous avez l'idée que vous pourriez faire le même coup sur les obligations chinoises que vous avez fait sur les obligations suisses ou allemandes dans les années 70. Vous les achetiez à 20 ans, et quand vous avez acheté à 20 ans à 10 et que 10 ans après c'est à 2 ou à 1, vous vous dites j'ai encore 10 ans à toucher du 10, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien, quoi. Ça consolide, ça fait les consolide bases. Le portefeuille. Ouais, et dans le domaine des actions, comme vous l'avez dit, l'inflation dévore le futur. Donc, tout ce qui a duration très longue dans le marché des actions, les valeurs de croissance, donc il faut retourner vers ce qu'on appelle les values. Les valeurs, les trucs que Warren Buffett achète, quoi.
Si j'ai raison, c'est le moment d'acheter Warren Buffett maintenant, parce qu'il a souffert. Il a souffert depuis 5 ans, parce que tout le monde a acheté Google et lui un peu moins. Et donc, n'oubliez pas que l'inflation, c'est un transfert de richesse de celui qui a une épargne vers le gouvernement. C'est ça, c'est une espèce d'impôt déguisé. Et donc, il faut essayer de se placer à l'endroit où cet impôt est le plus faible possible, quoi. Et aujourd'hui, on voit cette inflation, pourquoi elle repartirait? Parce qu'on voit un peu les taux longs qui remontent, on voit l'énergie qui coûte un petit peu plus cher, mais on n'est pas dans des scores anormaux non plus. Pourquoi est-ce que tout le monde a peur de l'inflation et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on repart vraiment en inflation alors qu'on a une économie qui est absolument déprimée? Je peux vous donner une raison toute simple que j'ai déjà vue en 71. C'est qu'on a complètement cessé d'investir dans les énergies fossiles et que tout ce qu'on vous raconte sur l'énergie verte, c'est de la grosse connerie. Ça marchera pas, ça marche pas, ça sert à rien. On l'a vu au Texas récemment. Donc c'est les prix du pétrole en gros c'est de l'inflation importée. En général, c'est les prix du pétrole qui pètent à la hausse. Parce que si on repart très violemment, ben comme on a par exemple des gens comme Exxon ou Standard Oil, ils ont réduit ou Total, ils ont réduit leurs investissements dans les énergies fossiles d'à peu près 60% depuis 5 ans. Donc s'il faut surveiller, c'est les prix du pétrole en fait. C'est ça, l'inflation, elle serait de nature à importer. C'est-à-dire que très souvent l'inflation, on en a discuté ensemble je crois il y a quelques mois, c'est ce que j'appelais la contrainte malthusienne. C'est-à-dire vous avez une forte augmentation de la demande, et puis l'énergie, ou même les métaux d'ailleurs, vous avez le cycle économique qui est mettons à 4 ou 5 ans comme ça. Et le cycle de l'énergie, il est à 25 ans. 7-15, ouais. Entre 7 et 15 ans, bon. Et donc, il y a trop d'énergie, donc tout le monde arrête d'investir, et puis la croissance continue comme ça, puis à un moment, la demande d'énergie passe au-dessus de l'offre d'énergie. Et à ce moment-là, comme c'est complètement inélastique, puisque vous ne pouvez pas fermer votre usine graduellement, vous êtes obligé de continuer à acheter l'énergie pour faire tourner vos machines, le prix de l'énergie à ce moment-là triple ou quadruple, et c'est exactement comme une augmentation d'impôts. C'est comme si tous les pays du Moyen-Orient où l'énergie est produite augmentaient massivement les impôts sur les bagnoles françaises, quoi, et sur le chauffage en France. Oui, donc le jour où on voit le pétrole exploser à la hausse, ça va se traduire par ça. Si jamais exactement. À ce moment-là, ça veut dire qu'on retourne le cycle désinflationniste dans un cycle inflationniste. Exactement. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est que historiquement, par exemple, dans les années 70, ça s'est passé en même temps qu'un cycle de hausse de la bouffe. Pas de bol. Pas de bol, mais c'est souvent pareil, je veux dire. Ouais. Le cycle de la bouffe, il est à 2-3 ans. Et c'est le cycle du cochon. Tout le monde fait des cochons, donc le prix du cochon s'effondre, donc personne ne fait des cochons, donc le prix du cochon monte. Donc si vous avez un truc comme ça qui se passe en même temps que l'énergie, à ce moment-là, le Moyen-Orient est à feu et à sang. Tous les pays émergents sont à feu et à sang parce que ni ils peuvent se payer l'énergie, ni ils peuvent se payer la bouffe. Alors vous imaginez... C'est bien compliqué. La dernière fois que ça s'est passé, c'était pour ce qu'on a appelé le printemps arabe, quoi. Et donc, ça devient politiquement très dangereux. C'est là souvent qu'on a eu les révolutions, les coups d'État. Et en plus, on est en train de dépenser de l'argent comme des fous dans des machins qui servent à rien, qui sont là. Alors, il y a cette histoire de création monétaire aussi. On dit plus on crée de monnaie, plus ça fait monter les prix. Mais comme la vélocité de la monnaie s'effondre, il se passe rien. Regardez quand même, le prix du pétrole est passé, il y a 1 an, il devait être à 10. Pétrole, oui. Il se rapproche de 70. Quand vous passez en 1 an de 10 à 70, ça commence. C'est des coups de billet dans les tuyaux, comme on dit en plomberie. Et les banques centrales, elles peuvent faire tout avec les billets qu'elles impriment, sauf créer de l'énergie. Donc, là où ça va être le plus dramatique, l'inflation, c'est dans tous les endroits où la production
de cette matière première, ça peut être le cuivre, ça peut être l'argent, ça peut être... Aujourd'hui, imaginez-vous, il y a des pénuries de bois aux États-Unis. Le bois, et vous savez, c'est la construction, le bois aux États-Unis. Toutes les maisons sont en bois. Je crois qu'on a passé $1000 l'unité de référence. L'unité de référence. Au lieu de? Au lieu, on était à 200, quoi. Ah oui, d'accord. Donc x5 sur le prix du bois, quoi. Donc x5 sur la matière première essentielle pour l'immobilier aux États-Unis. Bon. Donc, et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que ces corneaux américains ont passé des décrets protectionnistes contre le bois canadien. Donc vous rajoutez le protectionnisme, pénurie de bois, pénurie de pétrole, et donc tous les endroits où vous avez des goulots d'étranglement vont connaître des hausses fulgurantes. Mais grâce à Dieu, la Réserve fédérale connaît son métier, et elle est sortie tous ces endroits-là de l'indice des prix. Donc elle vous dit, mais qu'est-ce que vous avez vous énerver? L'inflation qui est à 1,5%. Quelle inflation? Quelle inflation? Sauf que le pétrole a été multiplié par 7, le bois par 5, le cuivre par 3, et donc vous êtes en train de... Donc le danger inflationniste vient des matières premières. Bien de tous les endroits où il va y avoir des goulots d'étranglement. Ça peut être aussi, par exemple, les bateaux. Les bateaux, il faut 1 an, 2 ans pour faire des bateaux. Ben oui. Donc quand on dit bateaux, c'est les paquebots qui font les livraisons entre la Chine et le... Pas les paquebots, les gros machins, voilà. pas les paquebots. Ben oui, en effet, maintenant vous avez une pénurie de ces trucs-là. Le prix a monté comme une fusée. Donc là encore, il va falloir 2-3 ans. Parce que, puis ensuite, les ports. Bon, vous allez maintenant importer massivement, puisque vous n'avez pas importé pendant 1 an et demi, mais tous les ports de la côte ouest des États-Unis sont complètement saturés. Complètement saturés. Donc, on dit aux gens, oui, c'est bien, il y a des ports qui sont là. Mais ça, c'est ponctuel, c'est pas une... Oui, ça peut durer 2-3 ans. Hein. Oui, mais je veux dire, pour repartir sur un cycle inflationniste, il faut plus que ça. Parce que là, une fois qu'on a réglé notre... Oui, une fois... Oui, mais c'est un gros une fois que, mais voilà. Mais une fois qu'on l'a fait. Une fois, oui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on repartirait sur une inflation pendant 40 ans? Un cycle inflationniste ou de 30 ans comme de 50 à 60 à 80 ou... Tout simplement que nos monnaies, la crise asiatique de 98 a été profondément déflationniste pour le reste du monde, parce que tout l'appareil industriel, d'un seul coup, a été disponible en Asie à 25% moins cher. Donc tous les gars ont mis leurs usines en Asie et tout. C'est ce que j'appelle le pacte faustien, en fait. On a tradé nos usines contre des trucs pas chers. Voilà. Et ça a duré 40 ans, et maintenant... 40 ans. Mais maintenant, imaginez, on va se retrouver dans une situation où les monnaies asiatiques vont monter. Et on n'a plus d'appareils industriels en Europe. Donc fini les chinoiseries pas chères. Fini les batteries pas chères, parce que c'est eux qui font 90% des batteries dans le monde, les Chinois. Fini les panneaux solaires pas chers, fini les... tout ça, ça va monter. Donc on se retrouve dans la situation de l'Angleterre, qui a eu une monnaie surévaluée vis-à-vis de l'Allemagne pendant longtemps, dans les années 60 et 70. Et puis le jour où la livre sterling est revenue au cours où elle devait être contre l'Allemagne, parce que les Allemands avaient investi et pas les Anglais, l'inflation était à 17% en Angleterre pendant des années. Le temps qu'ils refassent leur appareil. Donc la grande cause d'inflation sur 30 ans, ce serait la réindustrialisation. L'écroulement de nos monnaies. Voilà, et du coup la réindustrialisation qu'on est obligé de faire, quoi. Oui. Parce ou qu'on fera pas. Ou qu'on fera pas. Oui. Et à ce moment-là, ça sera une baisse du niveau de vie. Mais dans l'inflation. Mais dans l'inflation. Ce sera le scénario argentin. Ah, c'est pas terrible, ça. Pas terrible. C'est pas terrible. Pas terrible. Enfin, si vous avez une hacienda en Argentine avec 2000 hectares de terrain sur lesquels vous faites pousser du blé que vous vendez à l'international, votre niveau de vie va pas beaucoup souffrir. Donc si vous avez 500 hectares dans la Beauce, ça va pas vous toucher beaucoup. Mais si vous êtes la caissière à Carrefour,
Ou le coiffeur. Ou le coiffeur, vous allez avoir du mal. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux. C'est pour ça que je crois que la prochaine grande vague d'inflation, se traduira. Vous savez, l'inflation, c'est une hausse de la masse monétaire, en bon français. Ça veut dire une hausse de la masse monétaire. Quand la vélocité est constante. Quand la vélocité est constante. Mais la vélocité, c'est un truc parce que, bon, on y reviendra. Est-ce qu'on a eu une hausse de la masse monétaire? La réponse est oui. Oui. Ensuite, en bonne théorie économique, cette inflation déclenche des changements de prix relatifs. Bon. Par exemple, dans les années 70, ça a déclenché un changement des prix relatifs entre le prix du travail et le prix du capital. Le travail est beaucoup monté. Tout le monde l'a vu. Bon, très bien. Mais ça peut déclencher des changements des prix relatifs entre pays. Le taux de change qui s'ajuste. Donc, automatiquement, c'est là où on va, à mon avis, c'est la deuxième. Ou ça peut déclencher des changements des prix relatifs dans le temps. C'est-à-dire, les biens en capital cotés en bourse montent beaucoup. Et puis là, il n'y a pas d'inflation. Donc, vous n'avez pas d'inflation des prix de détail, mais vous avez une inflation monstrueuse de l'immobilier et de la bourse. Donc, la première inflation, ça a été dans les 70, une inflation des prix de détail. La deuxième, ça a été dans les années 2000, une inflation des biens à duration longue, l'immobilier et la bourse. Et la troisième, si je ne me trompe pas, ça devrait être sur un écroulement de nos monnaies. Oui, donc ça veut dire en gros qu'on est plus pauvre parce qu'on produit moins de choses en interne. Et donc on est obligé de les acheter à l'extérieur. Et qu'on peut plus emprunter puisqu'on a déjà utilisé les capacités d'emprunt. C'est pour ça qu'ils veulent annuler la dette d'ailleurs. Mais je me demande qu'ils soient assez couillons pour aller acheter des trucs qui ont été annulés une fois. Ouais, emprunter à son père et emprunter au banquier du coin, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et puis, globalement, c'est le taux de change qui fait effondrer le niveau de vie. Ouais. Donc l'inflation, elle est sur les biens importés. Elle est sur les biens importés. Et pour les biens pas importés, il y en a pas bien beaucoup. Il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Oui, parce que... Et la vélocité de la monnaie, ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, vous voyez, imprimer de l'argent, on dit que c'est inflationnisme, mais en réalité, on s'en fout. Regardez, on a fait des trillions. Et en réalité, au contraire, ça peut même faire des hôpitaux, des ponts, des éoliennes. Parce que la vélocité, elle suit, et du coup, on peut dépenser ce qu'on veut. Vous êtes jeune, vous voudriez vous acheter un appartement à Paris aujourd'hui. Ça va être compliqué. Ça a été une inflation monstrueuse, non? Ouais. Dans l'endroit où vous devriez dépenser 30 ou 40% de votre argent compte tenu de votre âge. Mais même si vous dépensez 30 ou 40% de votre argent, vous pouvez rien vous acheter. Une chambre de bonne avec... Donc, quand les gens me disent que la vélocité de la monnaie a baissé, elle a baissé pour acheter des biens importés, mais elle s'est accélérée pour acheter des biens pour constituer votre épargne quand vous prendrez votre retraite. Oui, donc c'est pareil, c'est sectoriel et on voit pas la vélocité de la monnaie sur l'immobilier. Moi, j'ai essayé avec Didier, on a essayé de calculer la vélocité de la monnaie dans les marchés financiers. Voilà. Ben, on n'y arrive pas. Parce que la monnaie est fongible. Donc, c'est vachement difficile à identifier ce qui va dans les... Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, on va faire l'hypothèse que la vélocité de la monnaie est la même, pour tout ce qui est l'activité économique réelle. Vous voyez, l'achat des bagnoles, tout ça, donc... À ce moment-là, vous trouvez que la vélocité de la monnaie était à peu près à 2, c'est-à-dire si vous prenez M2 aux États-Unis, ben ça tourne 2 fois dans l'année pour l'économie réelle. Donc si on fait 4 de monnaie à la place d'en avoir besoin que de 2, ben vous dites les 2 ils vont aller dans les marchés financiers. L'embêtant c'est qu'ils vont dans les marchés financiers, mais ils peuvent aller dans l'immobilier, ils peuvent aller dans les marchés financiers en dehors. Mais on voit bien que vous pouvez faire une hypothèse de stabilité pour l'économie réelle, et vous voyez bien les périodes où il y a trop de liquidités, où il n'y a pas assez de liquidités. Mais c'est pas suffisamment précis pour être utilisable dans les marchés. Vous comprenez ce qui se passe. Vous savez, il y avait un économiste au 18e qui s'appelait Cantillon, qui était le gars qui a spéculé contre le royaume de France à un moment de l'eau, l'Écossais, du Régent et tout. Il y a eu une spéculation monstrueuse, puis ça s'est pété la gueule. C'était une spéculation sur les terres nord-américaines, qui allait amener plein d'argent à la société, qui avait émis des actions. C'est vrai que ça a été très rentable, mais 200 ans plus tard, donc les gars qui avaient... Donc ça a été une des premières grandes bulles dans l'histoire, la bulle des Indes orientales. Occidentales, pardon. Et alors, si jamais vous
vos lecteurs en ont le courage, qui lisent Traité sur le commerce de Cantillon, où il explique comment il a raisonné à l'époque, qui est un classique de la science économique. Le type, donc c'était en 1740, par là. Il a tout compris, il a tout vu. Et par exemple, parlant de la vélocité de la monnaie, il dit, si un endroit où il y a de la monnaie qui est créée, plus vous serez proche de cet endroit, plus la vélocité de la monnaie sera élevée. C'est-à-dire, la cour, tous les gens qui vendent des trucs à la cour, ils s'en mettront plein les fouilles, parce que bon. Et puis plus vous irez vers la Creuse ou vers la Corrèze, etc., le paysan local, plus la vélocité de la monnaie, elle est inexistante, quoi. Le type, il a son écu, il le met dans son... Terminé. Puis terminé. Donc, non seulement Cantillon a compris la notion de vélocité de la monnaie un siècle et demi avant Fischer, qu'il a mathématisé, MV égale PQ, mais en plus, il a compris que il n'y avait pas la même vélocité de la monnaie à Tulle qu'à Paris, quoi. Ça veut dire que c'est un animal qui est drôlement balèze à suivre. Et donc, si vous regardez ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que ceux qui étaient près de la Banque centrale, Goldman Sachs, eux, ils s'en sont mis plein les fouilles. Les actifs que Goldman Sachs achetait, l'immobilier de vacances à côté de New York, etc., mais le terrain boisé dans les Rocheuses, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de compte que le pognon est peut-être en train d'arriver à des endroits où la vélocité va s'accélérer. C'est ce qu'on voit pour le prix du bois dont on a parlé. Mais suivre ça, c'est là où on voit le bon gérant, quoi. Parce que lui, il se dit, le pognon, il est en train de passer de Google, qui était tout près de la Banque centrale, à Weyerhaeuser, qui est plein de bois, qui a une valeur de bois, donc il vendra Google et il achètera Weyerhaeuser. Et en principe, c'est des prix relatifs qui vous disent ça. Quand vous voyez le prix des actions, ça fait 20 ans que... Par exemple, jusqu'il y a 3 ou 4 mois, tout ce qui était énergie renouvelable cartonnait, tout ce qui était énergie fossile se pétait à la gueule. Depuis 3-4 mois, tout ce qui est énergie fossile, ça remonte comme une fusée, et tout ce qui est énergie renouvelable, ça se pète la gueule. Est-ce que ça va durer? J'en sais foutre rien. Mais c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit l'énergie fossile remonter par rapport aux énergies renouvelables, quoi. On en parle depuis 1 an, tous les deux. Il y a un moment, il faudra passer de l'un à l'autre. Il est peut-être derrière nous. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Parce que ces choses-là, ça dure longtemps. Donc, c'est pas les prix absolus qui comptent, c'est les prix relatifs. Il faut sans arrêt regarder les prix relatifs pour voir où justement la vélocité de la monnaie va s'accélérer. C'est les prix relatifs qui vous le disent.